le temps maintenant c'est pour Philippe Montravé et il va introduire aussi importante discussion avec les Clinical Practice Guidelines. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis extrêmement gêné pour prendre la parole après mes deux prestigieux collègues, parce que vous voyez, ce soir je m'appelle Marc Léon, et en fait je suis intermittent du spectacle. J'ai eu grosso modo à peu près 12 heures pour préparer le topo en question, donc je vous demande toute votre indulgence. Marc n'a pas de conflit d'intérêt, il s'excuse de ne pas être là, il avait des problèmes familiaux graves à régler. Alors, je vous rappelle que la base de la discussion, c'est quoi de neuf? Et donc, le référentiel dont nous disposons, c'est le consensus français qui a été publié en 2018 et qui vous donnait des choses à faire et des choses à ne pas faire. On ne va pas les redétailler pour les nécessités du temps, mais grosso modo, vous qui êtes là, avez dans votre pratique mis largement ces différentes recommandations en œuvre. Et donc, dans la partie prévention, vous avez ces différents éléments qui vont tourner entre les soins, l'antibiotique, le matériel et ainsi de suite. Et Marc a, pour ce faire, interrogé PubMed avec 3 mots-clés: prévention, infection, intensive care unit, en français et en anglais, en retenant les papiers qui étaient des méta-analyses, des études randomisées contrôlées ou des études comparatives de bonne qualité. On va commencer par les soins oraux avec cette publication toute récente dans laquelle les auteurs ont fait une méta-analyse de l'efficacité et de la sécurité de la chlorhexidine pour la prévention de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique chez les patients ventilés. Ils sont partis de à peu près 325 papiers pour, au bout du compte, après épuration, n'en retenir que 13. Et ils ont ensuite segmenté leur analyse en 2 sous-populations. Un premier groupe dans lequel les patients avaient reçu ou de la chlorhexidine ou un contrôle, et pour la chlorhexidine avec de faibles concentrations, 0,02%, 0,12 ou 0,2%, et un groupe de patients qui avaient reçu versus contrôle de la chlorhexidine à forte concentration, 2%. Dans le groupe faible concentration, les auteurs parviennent au total à un effet bénéfique avec un odds ratio à 0,70, mais une hétérogénéité à 43%, ce qui veut dire qu'il faut être prudent quant aux conclusions. Et pour le groupe haute concentration, un effet positif un peu plus marqué de la chlorhexidine, mais là encore avec un I2 76%, ce qui veut dire qu'il vaut mieux être très prudent dans les interprétations. Ceci étant, les auteurs dans leurs conclusions disent que comme faible concentration donne les mêmes résultats que la forte concentration, vous avez qu'à passer aux faibles concentrations, sans qu'ils vous le disent, il faut prendre du 0,02, du 0,12 ou du 0,2. Deuxième papier toujours concernant les soins oraux, consacré à la chlorhexidine, publié dans Intensive Care Medicine l'année auparavant. Je vous rappelle le contexte. Un certain nombre de travaux ont laissé à penser que peut-être que la chlorhexidine pourrait avoir des effets délétères et qu'elle pourrait même être potentiellement associée à une surmortalité. Et d'où cette idée d'une étude en cluster dans lequel les équipes ont progressivement basculé vers une interruption de la chlorhexidine. Et donc les auteurs regardent si le fait d'être sans chlorhexidine change quelque chose par rapport à la situation contrôle dans laquelle on conserve la chlorhexidine. Et que ce soit en termes de mortalité en réanimation ou de Infection-Related Ventilator-Associated Complications, les IVACS, il n'y a pas de différence entre avec et sans chlorhexidine. Ce qui veut dire que peut-être, il n'y a peut-être pas besoin d'utiliser de chlorhexidine. En tout cas, c'est une question qui va probablement être à nouveau débattue pendant un petit moment. Deuxième grande rubrique, la partie anti-infectieux, topique, systémique et inhalé. Alors, topique, le premier élément, donc le antibiotique topique, ça correspond à la décontamination digestive sélective ou la décontamination oropharyngée sélective.
Donc je vous rappelle que nous avons maintenant plus d'une centaine de publications d'essais randomisés sur la question. Il y avait juste avant cette session un pour ou contre qui était spécifiquement dévolu à cet intérêt SDD pour ou contre. Et dans cette méta-analyse de Minozzi de 2021, les auteurs se sont entre guillemets contentés d'adjoindre 5 nouvelles publications sur le thème par rapport à la méta-analyse précédente pilotée par la Cochrane, et ils obtiennent, virgule, comme d'habitude, un effet favorable, que ce soit sur l'incidence des infections respiratoires, et puis après en fonction des collectifs et ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas d'effet direct sur leur mortalité, il n'y a pas d'effet direct sur les infections de l'arbre respiratoire quand on compare topique plus systémique versus purement systémique. Un gros élément, moi, qui me gêne dans cette étude de Minozzi, c'est qu'il y a un package complet de publications dont certaines remontent à avant la naissance d'une partie de l'auditoire, puisqu'il y a des études qui datent de 1985 ou 90. Et que clairement, la réanimation à cette époque-là, c'était pas la même. Pour un vieux comme moi, je peux vous dire que c'était différent. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce travail-là, il faut probablement l'interpréter avec beaucoup de prudence. Une autre étude intéressante et beaucoup plus probablement pertinente est ce travail allemand publié par Munich, dans lequel les auteurs ont thésaurisé le travail d'une dizaine d'unités de réanimation autour de Munich, dans lesquelles les auteurs travaillaient soit avec de la décontamination, soit sans décontamination. Alors, il y a le terme SOD qui est probablement discutable dans la mesure où les patients recevaient une décontamination oropharyngée et une instillation intragastrique, ce qui veut dire que ça rentre théoriquement dans l'appellation SDD, peu importe, c'est de la terminologie, c'est pas très grave. Toujours est-il que les auteurs montrent qu'avec SDD versus un collectif à peu près équivalent sans SDD, les auteurs rapportaient une incidence plus faible de pneumonie acquise sous ventilation, une fréquence de bactériémie et d'infection urinaire équivalente. Et puis en ce qui concerne la mortalité, alors les auteurs ont utilisé un score de propension, mais que ce soit avant ou avec le score de propension, dans les deux cas, ils démontrent l'intérêt et la réduction de la mortalité chez les patients qui ont reçu de la décontamination sélective. Et deuxième élément, ils se sont intéressés à l'écosystème et ils se sont aperçus que les patients qui avaient une infection à Klebsiella BLSE étaient bien contrôlés en cas de décontamination. Ici en bleu, vous avez la frise 2012-2015 dans lesquelles il y a peu d'infections à BLSE. Par contre, ils rapportaient une fréquence importante d'infections à Klebsiella BLSE en l'absence de résistance. Et Marc n'avait pas marqué ça dans sa diapositive, mais il y a un effet exactement en miroir avec Enterocoque faecium résistant à la vancomycine, dans lequel les auteurs mentionnent que chez les gens sous décontamination, il y a plus d'infections à entérocoque résistant à faecium, et année après année, non pas entérocoque résistant à faecium, entérocoque résistant à la vanco, et que à l'opposé, les patients sans décontamination avaient une incidence qui était à peu près stable. Autre approche, qui est cette fois-ci une antibiothérapie systémique, c'est un papier qui a été publié avec Bruno François comme premier auteur dans le New England. C'est une population de patients qui ont eu un arrêt cardiaque récupéré, qui ont été intubés, ventilés, sédatés, mis en hypothermie à 32 degrés, et pour lesquels, dans les 48 premières heures de traitement, ils reçoivent de l'amoxicilline acide clavulanique, au total donc 3 grammes par jour pendant 48 heures, et dans lequel les auteurs montrent que même ces 48 premières heures uniquement permet d'améliorer la fréquence de pneumopathie précoce. D'une manière intéressante, ils montrent également que cette action va également réduire la fréquence de pneumonie acquise sous ventilation,
quelle que soit la période dans laquelle l'épisode va survenir, et il ne montre pas d'autres effets quant à la trajectoire de ces patients. Au passage, Marc avait relevé qu'il y a une étude sur l'amicacine inhalée qui est en cours et qui donc vient de débuter, puisqu'elle est dans le BMJ Open en tant que présentation de l'essai. Donc ils attendent 425 patients par groupe, donc il y en a pour quelques mois ou quelques années pour y arriver. Toujours dans la version thérapeutique, les anticorps monoclonaux, à nouveau Bruno François, cette fois-ci dans Lancet Infectious Disease. Donc l'idée était de sélectionner des patients intubés ventilés avec une colonisation trachéale à staph doré et d'utiliser du suvratoxumab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre l'alpha-toxine de Staphylococcus aureus, avec l'objectif d'empêcher le développement de pneumonie à staph doré. Malheureusement, quand vous voyez ici les résultats, donc le monoclonal ne change pas grand-chose sur la fréquence des pneumonies, sur l'incidence des pneumonies, quelle qu'en soit la cause, ou de la mortalité de ces patients. Donc malheureusement, celui-là, il ne marche pas. Alors il y avait un dose ranging en plus, mais globalement, il n'y a pas de différence particulière dans ces deux circonstances. Troisième grand champ, tout ce qui va être microbiote, modification en tout genre du microbiote. Et là, on ouvre un champ qui est absolument difficile à investiguer, à résumer. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que quand vous avez un patient de réanimation et que vous lui donnez un IPP, vous allez modifier son microbiote. Quand vous lui donnez un inotrope, vous modifiez son microbiote. Quand vous mettez plus d'oxygène ou moins d'oxygène, tout ce que vous faites va modifier le microbiote. Ce qui veut dire qu'à ce stade-là, les interprétations et les modifications deviennent compliquées à analyser. D'autant plus à la lumière de ce que Claire mentionnait tout à l'heure sur les gut-lung connections. Donc voilà ici un papier dans Nature Review qui mentionne le fait qu'il y a une dizaine de méta-analyses qui ont été faites entre 2018 et 2022 sur la prévention des PAVM. Par nécessité de temps, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça veut juste dire que c'est un nouveau continent qui est en train de s'ouvrir et peut-être que dans les années qui viennent, on fera des choses plus spécifiques sur l'aspect symbiotique. Voilà en tout cas un essai randomisé qui est là pour illustrer ça, avec Lactobacillus rhamnosus, qui est un saprophyte du tube digestif, et dans lequel les auteurs ont essayé d'administrer 2 fois par jour en traitement préventif chez des patients ventilés ce lactobacille pour prévenir l'incidence des infections pulmonaires associées à la ventilation. C'était l'objectif principal de l'étude et malheureusement, vous voyez, 21% contre 21% avec une valeur de petit p qui n'est pas significative. Par contre, dans les éléments qui sont un petit peu inquiétants, il y a le fait qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires, voire d'effets secondaires sérieux, qui sont associés au lactobacillus et les auteurs rapportent une fréquence plus importante de complications, voire d'infections liées au lactobacillus. Et le microbiote et toute la symbiotique, c'est un peu comme une mécanique de précision. Et chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez avoir des conséquences que vous ne maîtrisez pas. Donc nous en avons probablement pour une 50aine d'années avant d'avoir de nouvelles informations. Un papier exotique que nous a trouvé Marc sur l'effet d'une solution d'eucalyptus à 5% inhalée x3 par jour pendant 20 minutes. Et dans lequel les auteurs montrent que ça ne change rien chez les patients intubés ventilés, ça ne change rien sur la prévention d'une pneumonie précoce, mais que par contre, il semblerait y avoir un effet sur des pneumopathies tardives. Ne m'en demandez pas plus, je vous ai expliqué tout à l'heure les conditions dans lesquelles j'ai récupéré les diapos, donc voilà. Niveau matériel, alors on commence par l'incontournable problème de la pression du ballonnet. Donc voilà ici une étude qui a collecté un certain nombre de publications. Au total, il y a 22 études qui ont été analysées, qui donnent un total d'à peu près 1000 patients
avec des événements associés aux pneumonies et dans lesquels les auteurs montrent un effet du contrôle de la pression du ballonnet qui serait plutôt intéressant. Malheureusement, à nouveau, j'attire votre attention sur le I carré à 76%. Et si vous regardez ici de manière grossière, vous voyez qu'il y a toute une série d'études qui sont d'un côté et les deux plus récentes, 2021, qui sont de l'autre côté. Donc, il va falloir continuer à travailler sur le sujet. D'autant plus que, voilà ici, Marjanović fait partie justement des papiers qui étaient dans cette méta-analyse. Et Marjanović fait une étude dans laquelle il regarde si la maîtrise en continu de la pression du ballonnet va diminuer la fréquence des pneumopathies chez des patients traumatisés et ventilés. Et quand vous regardez ici la fréquence cumulée des épisodes de pneumonie, il n'y a pas de différence. Donc le débat va se poursuivre, mais peut-être que les traumatisés ne sont pas comme les autres non plus. Comme le temps passe, on va avancer vite. Mobilisation, alors la kinésithérapie ou la physiothérapie respiratoire pour la prévention des pneumonies acquises sous ventilation, une méta-analyse de plus. Qui va donc recenser des études qui remontent entre 1998 et 2017 et dans lequel on ne retrouve pas d'effet particulier de la physiothérapie versus contrôle. Mais indépendamment de la physiothérapie, il y a peut-être d'autres éléments, comme entre autres le positionnement du malade. Donc voilà ici une méta-analyse sur la gauche qui évalue l'effet de la position à 45 degrés demi-assis donc du patient dans la prévention des pneumonies. Donc, dans lequel les auteurs montrent cette fois-ci un vrai bénéfice à être à 45 degrés par rapport à la situation contrôle et dans lequel le I carré est à 0, autrement dit, ça c'est du solide. Et puis une autre étude publiée cette année dans le Journal of Intensive Care qui analyse de manière, on va dire, un peu plus fine ou de manière déclinée selon différentes postures, les effets de la position à plat versus demi-assis, dans lesquels les auteurs montrent que la fréquence des pneumonies est décrue par la position demi-assise. Par contre, que vous soyez un peu moins demi-assis en décubitus latéral sur le ventre ou ainsi de suite, ça ne change strictement rien. De même qu'il n'y a pas de modification évidente de la mortalité en fonction de la position qui a été apportée. La réhabilitation est également un élément important, dans lequel les auteurs montrent qu'une mobilisation précoce des patients de réanimation établie dans une méta-analyse qui prenait 4 études, les auteurs montraient qu'il y avait un vrai bénéfice, avec un intervalle de confiance qui était modeste, et là l'étude encore une fois est tout à fait solide. Et une autre étude dans le Journal of Physiotherapy, dans lequel les auteurs montrent qu'une physiothérapie, alors modulatory respiratory, je ne sais pas comment on va traduire ça, modulée, réduit la mortalité de manière tout à fait spectaculaire, mais ne prévient pas de l'incidence de pneumonie acquise sous ventilation, ni de réduire d'ailleurs la durée de séjour en réanimation. Et donc ça veut dire que quand on peut, il faut essayer de faire marcher et de réhabiliter le patient aussi rapidement que possible, naturellement. Et puis, dernier élément, c'est l'organisation. Et donc, ça passe par une prévention au niveau des soins infirmiers, probablement des développements de bouquets pour diminuer la fréquence des pneumonies, un programme d'éducation multidisciplinaire, peut-être diminuer l'incidence des bronchoscopies, mais nous n'avons pas le temps de discuter de ces différents éléments. Et puis, je voudrais terminer avec ce travail qui a été piloté par Jordi, dans lequel les auteurs ont évalué dans les recommandations internationales les aspects traitement, diagnostic et prévention des pneumonies acquises sous ventilation ou acquises à l'hôpital. Et l'élément qui est extrêmement spectaculaire, c'est que ce soit en général, pour le traitement, le diagnostic ou la prévention, les auteurs montrent que la qualité des preuves est
on va dire, médiocre et que la force des recommandations qu'on en déduit est faible dans beaucoup de circonstances, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Clompas, et là on n'aura vraiment pas le temps, vient de produire un résumé des nouvelles recommandations pour la société d'hygiène américaine. Donc je vais juste vous citer ce qui n'est plus recommandé ou pas recommandé. Les soins avec la chlorhexidine, les probiotiques, les ballons ultra fins, le fait de moduler et de vérifier de manière automatique la pression des ballonnets et de faire un contrôle récurrent de ce monitorage des ballonnets. Et puis après, il y a toute une série d'éléments. Encore une fois, vu le temps qui m'est imparti, je ne peux pas vous le faire. Donc, au total, pour résumer ce que je viens de vous présenter, et donc ça fait, comme vous pouvez le constater, un panel relativement large. La chlorhexidine, probablement pas, mais ça mérite d'être confirmé. Les antibiotiques intraveineux ou décontamination digestive sélective, si vous habitez en Hollande ou dans des pays dans lesquels il y a une incidence faible de bactéries multirésistantes, vous avez le droit. Ailleurs, c'est un sujet extrêmement débattu. Encore une fois, dans le pour ou contre de tout à l'heure, on s'est aperçu qu'a priori, il y avait un centre en France, celui de Marc Léon, qui utilise de manière régulière la SDD. Les probiotiques et les symbiotiques, c'est pour la prochaine génération, peut-être la vôtre ou peut-être les suivantes. Moi, je ne le connaîtrai pas. Le monitorage de la pression du ballonnet, il faut voir, mais ce n'est pas certain que ce soit si facile que ça. La mobilisation, oui, oui à 200%. Et puis l'éducation, les protocoles et les bundles, il y a encore beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on ne peut pas te poser la question sur l'eucalyptus. Ça nous aurait bien plu. J'ai cherché, de savoir quelle le était journal, mais je dois dire que j'ai manqué un peu de temps. C'est dommage, je voudrais juste savoir, parce que ça doit avoir un effet quand même. Enfin, voilà, il y a Ah quand bah, même une petite différence. Quand on fume un pétard, ça fait du bien. Donc, Non, moi, je voulais revenir sur la SDD parce que, en fait, effectivement, je crois que quand on en parle autour de nous, enfin, c'est quand même recommandé. On a à peu près tous un niveau de résistance qui est plutôt bas. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, enfin, oui, hein, mais on a quand même encore une majorité en France de taux de résistance plutôt bas. Et donc, ça voudrait dire que on devrait tous le faire. Enfin, une majorité d'entre nous. on va, Et on le fait pas. Alors pourquoi on va pas refaire le débat qu'on a eu là tout à l'heure, qui était oui, mais si, parce riche. que je pense que tout le monde n'était pas là. Donc non, tout le monde n'était pas là. Et pour cause. Résumé. Donc, grosso modo, les recommandations françaises ont donné une borne à 20% de bactéries multirésistantes. Les recommandations européennes se sont fixées à 5%. Je ne suis pas sûr que ce soit parce que tout le monde a lu les recommandations européennes qui n'ont pas basculé vers la décontamination. Dans ce qu'on en a débattu tout à l'heure, clairement, il y a des populations qui peuvent très probablement bénéficier de SDD relativement facilement. Les arrêts cardiaques, les neurotraumatisés avec une prise en charge précoce. Le reste, après, va énormément dépendre du case mix. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans ces études, encore une fois, c'est qu'une grande majorité vient des Pays-Bas, même si tous les pays ont un peu participé. Je me suis amusé à regarder sur PubMed. Les Français ont participé à une 50aine d'études, les Espagnols à peu près une 50aine d'études aussi, les Italiens à peu près autant, mais les Hollandais sont à 200 et quelques papiers. Donc, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Et donc, sachant que nos recommandations sont basées sur des preuves et que les preuves sont essentiellement aux Pays-Bas, peut-être que ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, je pense que les uns et les autres doivent se poser la question de savoir si oui ou non la SDD est quelque chose qui est facile à faire. Mais il y a des questions sous-jacentes qui ne sont pas du tout documentées. Que faut-il faire exactement pour l'émergence de bactéries multirésistantes? Est-ce que c'est si anodin que ça? Combien de temps? Enfin bon, donc on en est à une quarantaine d'années de débat sur le sujet. Je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous avant de...
Après, peut-être qu'il faut refaire une méta-analyse avec des critères différents, comme tu pouvais le souligner. En tout cas, en virant toutes les vieilles études. Voilà, c'est Et ça. bon, là, je ne vous les ai pas présentées. En plus, ce n'était pas mes diapos. Mais les méta-analyses récentes avec des données récentes confirment le bénéfice sur la pneumonie et peut-être également sur la mortalité. En fait, après, pour avoir cherché dans l'hôpital où je travaille à essayer de le faire, en fait, c'est impossible à fabriquer pour nos pharmaciens. Non, mais Non, mais on a eu ce débat là tout voilà. à l'heure. Donc, c'est Il juste y pour avait, dire que, attention. il y avait dans la salle, et je n'ai aucun lien avec qui que ce soit, il y avait dans la salle un industriel français qui est maintenant approuvé et qui délivre sous forme de gélules et de gel un produit qui est stable et avec lequel on va pouvoir tous, les uns et les autres, se faire notre décontamination. Il nous a dit que c'était quoi, en entrant à droite ou en entrant à gauche sur l'exposition. Enfin bon, il y a quelqu'un, quoi. Ok, Moi, je merci. vais juste rajouter un petit On va élément, peut-être- c'est qu'il y a quand même un gros essai randomisé mené par les Australiens et les Néo-Zélandais qui est terminé, qui devrait être publié prochainement, qui s'appelle Sud ICU, et qui apportera des réponses Tu importantes. connais les résultats? Oui. Ah, mais tu n'as pas le droit de les divulguer. Il y a une étude aussi sur les antibiotiques, la prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique précoce chez les cérébrolésés à Poitiers, Profivap. Et c'est pareil, je connais les résultats et c'est pas encore publié. Vous êtes les bienvenus pour la prochaine session. Voilà.